Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Fastlane TV pour notre émission Talkback GP. On va bien évidemment débriefer le Grand Prix de Thaïlande. Et quel Grand Prix mes amis, parce qu'on a vécu une entrée de saison absolument remarquable. Alors le menu du soir, il est riche, il est fourni. On va bien évidemment faire le tour des équipes par ordre de performance tout au long de ce week-end. Donc on va débuter par Aprilia, ça nous semblait logique. On enchaînera ensuite avec KTM, Ducati, Honda, Yamaha, parce que là il y a beaucoup à dire également, et puis on aura également notre rubrique On vous répond, où on a recensé pas mal de questions. Vous avez été très interactifs sur notre dernière publication qui avait été faite en direct du salon du Deux Roues. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de retrouver Michel Turcot qui nous attend en Thaïlande, tout de suite un petit clin d'œil à nos partenaires Motul et Ducati Paris by Espace Murit. On se retrouve tout de suite. Voilà, et bien comme évoqué, il nous attend, il est en Thaïlande. Salut Michel, comment ça va ? Bah écoute, ça va, ouais, je suis en Thaïlande, plus pour longtemps, enfin si tout va bien, si Oui. mon avion, enfin bon, a priori, ouais, j'aurai pas de problème, mais il y a pas mal de membres du paddock là qui sont un peu en galère pour rentrer en Europe, vu ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc tous ceux qui avaient des vols de compagnies du Golfe, Emirates, Qatar Airways, et d'autres sont un peu coincés. Donc c'est un peu la course au billet d'avion hier soir après la course, et ce matin encore. Je pense qu'il y en a qui ont dû acheter des billets très chers pour pouvoir rentrer à la maison. D'accord, bon, d'où l'importance d'anticiper. En tout cas, on espère que tout se passera bien pour ton retour, Michel. Alors, comme je le disais, eh bien, on va dérouler dans l'ordre des marques, mais on va dire par ordre d'importance et de performance tout au long de ce week-end, de ce premier Grand Prix. Et on va évidemment commencer par Aprilia, Michel. Et on va dire que sur la visibilité qu'il nous a offerte sur le Grand Prix de dimanche, on peut parler d'une masterclass pour Bezzecchi, puisqu'il avait fait la pole. Il y a cette erreur en sprint, mais par contre, dimanche, il a su remettre les pendules à l'heure et vraiment, il a été très, très impressionnant. Oui, alors la masterclass, moi je la mettrais plutôt sur le compte d'Aprilia, plus généralement, parce que comme tu l'as dit, ça aurait été une masterclass s'il n'y avait pas eu cette erreur samedi après-midi qui, comme le disait Rivola dimanche, on espère que personne n'aura à regretter les 12 points lâchés sur ce premier sprint. Donc, ouais, pour moi, c'est l'impression forte, elle vient d'Aprilia, qui met 4 pilotes dans le top 5. Alors, c'est vrai que depuis l'an dernier, on sait que Bezzecchi, c'est de fer de lance, donc c'est lui le plus rapide. Effectivement, il a dominé, il avait dominé les tests pré-GP, il a dominé les essais, il a signé la pole. Malheureusement, il s'est précipité pour le sprint, qu'il aurait dû remporter. Il s'est rattrapé le lendemain, c'est vrai, mais étrangement, c'est une KTM qui se retrouve en tête du championnat du monde grâce aux belles performances d'Acosta. On y reviendra, mais ouais, la KTM très impressionnante parce que l'Aprilia, Bezzecchi, pardon, excuse-moi, ouais. Je mélange les pinceaux. Ouais, l'Aprilia très impressionnante parce que donc on a Bezzecchi, mais aussi on a un Raúl Fernandez, alors qui confirme. En fait, cette moto, mine de rien, elle est à sa 4e victoire d'affilée. Ouais. Puisque si on remonte à la fin de saison dernière, on a Raúl Fernandez qui en Australie gagne en Australie, et ensuite on a Bezzecchi qui remporte le Grand Prix de Malaisie, qui remporte Valencia. le Grand Valencia et
Et puis aujourd'hui, enfin hier, qui s'est imposé en Thaïlande. Voilà, donc c'est ça, c'est sa 3e victoire d'affilée. Là encore, aucun pilote d'Aprilia n'avait réussi à gagner 3 grands prix d'affilée. Et c'est la 4e victoire de rang d'Aprilia. Donc Aprilia confirme en ce début d'année les énormes progrès, le step vraiment franchi l'an dernier. Et là, ils ont été impressionnants. Donc on a une moto qui a évolué. Alors on l'a dit, on est dans la dernière année d'un règlement technique qui changera l'an prochain. Donc on a une moto qui est très aboutie et qui a progressé énormément encore, parce que c'était déjà un exemple sur le plan d'aérodynamique. Les Italiens, ils ont fait un super boulot. On a une moto qui tourne très bien et qui a gagné en vitesse de pointe. Avec des systèmes développés. Alors on a parlé de ce canal qui permet de refroidir le moteur dans les virages et qui est bouché par les coudes des pilotes en ligne droite pour éviter pour limiter la traînée et gagner en vitesse de pointe. Donc il y a vraiment des détails hyper aboutis. Et cette moto, elle fonctionne avec ses 4 pilotes aussi. Donc ça, c'est aussi un gros point fort. On n'a plus une moto qui fonctionne pour un seul style de pilotage. C'est Bezzecchi qui s'en sert le mieux, mais les autres sont aussi très forts. Raúl Fernandez, donc que j'ai évoqué, qui avait gagné le Grand Prix d'Australie et terminé 2e à Valence. Là, il fait podium en sprint, un podium en Grand Prix. Martin, qui n'avait pas roulé de l'hiver, qui est revenu pour les tests à Buriram, qui s'est tout de suite senti à l'aise, ce qui n'avait jamais été le cas l'an dernier tout au long de la saison. Les quelques fois où il a pu monter sur la moto avant de se blesser ou se reblesser. Ayogura qui est mal parti mais qui a effectué une remontée incroyable. On a 4 pilotes là qui ont brillé. 4 Aprilia dans le top 5, c'est jamais vu, quoi. Ouais, alors 4 Aprilia dans le top 5 aussi au classement provisoire du championnat. Alors, on a beaucoup entendu parler aussi, Michel, que tout d'un coup, Buriram, ça devenait le circuit d'Aprilia, que c'était eux qui avaient la meilleure utilisation du pneu à carcasse renforcée qu'avait apporté Michelin. D'où la question maintenant, est-ce que tu penses que là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, avec toutes ces évolutions, Aprilia a vraiment une moto qui va pouvoir être homogène sur tous les circuits tout au long de la saison, ou est-ce qu'il faut un tout petit peu mesurer cette domination par rapport au fait qu'on était à Buriram et que c'est un circuit qui convient parfaitement à l'Aprilia, à ton avis? Il y aura certainement des circuits où elle sera un peu moins bien. En tout cas, au jour J, sur ce qu'elle a montré à Buriram, cette moto fonctionne extrêmement bien. Effectivement, le pneu arrière avec la construction plus rigide pour encaisser le manque d'adhérence, le fait que les motos patinent beaucoup, et donc il y a ce pneu particulier qui convient bien, en tout cas l'Aprilia s'en est bien tiré avec. On aura le même pneu au Brésil sur un nouveau circuit que personne connaît, mais qui a priori va poser le même type de contraintes. On verra ensuite sur le reste de la saison, mais en tout cas on peut penser que, encore une fois, l'an dernier, sur la fin de saison, l'Aprilia était très performante aussi, que ce soit à Phillip Island, en Malaisie ou à Valence. Donc on peut imaginer que les progrès qui ont été réalisés, ils seront visibles à nouveau sur d'autres circuits, même si évidemment il y aura des courses plus difficiles. En tout cas, je pense que Ducati s'est trouvé un vrai rival, et je pense que tout le monde peut s'en réjouir. Pour le championnat, en tout cas, ça va être sympa à suivre. Ouais, et puis comme tu viens de le dire, ce qui est vraiment le point fort, c'est que, comme tu l'as dit, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui Aprilia est vraiment considéré comme le vrai challenger de Ducati, c'est que tu l'as dit, c'est que les 4 pilotes sont performant à son guidon. Il n'y en a pas un qui se détache par rapport à l'autre et chacun arrive à tirer ce qu'il veut de la moto, même si Martin l'a expliqué, il n'est pas encore tout à fait à 100% avec ses réglages et qui profite encore de l'expérience de Bezzecchi. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je voulais revenir là-dessus aussi. Rappelle-toi, l'an dernier, Bezzecchi, en fait, il arrive en Thaïlande. Finalement, il se retrouve propulsé sur le devant de la scène parce que Martin s'est blessé et c'est lui qui va devoir supporter tout le poids du travail d'Aprilia. Et aujourd'hui, il a une toute autre stature, quoi. Ça aussi, cette métamorphose, elle est vraiment symbolique de la progression d'Aprilia et de Bezzecchi. Ouais, Bezzecchi, il s'est trouvé très bien. Je pense qu'avant tout, il s'est trouvé très bien dans l'équipe. Il est choyé, donc c'est quelque chose qui lui plaît. Il est soutenu. Je pense que c'est la force aussi de cette équipe, c'est que à la fois Rivola et Fabiano Sterlachini qui a débarqué
qui a débarqué il y a un peu plus d'1 an maintenant, ils ont vraiment constitué un groupe soudé où tout le monde travaille bien ensemble. Et Rivola, encore hier soir, a salué le travail de Sterlachini, qui est cette force-là, c'est de choisir les bonnes personnes et de faire en sorte qu'elles se parlent, qu'elles échangent, que dès qu'il y a un problème, le problème, on le met sur la table, on ne garde pas les trucs par derrière soi pour pas nourrir de conflits internes. Donc il y a vraiment de l'huile dans les rouages, et Besetti, il a endossé ce rôle de fer de lance, et il fait plutôt bien, c'est clair. On verra comment Martin progresse, parce que personne n'attendait trop Martin à ce niveau-là sur le début d'année. Alors on sait que l'année prochaine il va partir, donc ça va être aussi il risque peut-être de regretter son choix, non? On y reviendra plus tard. Son choix, ce qui est a priori son choix, c'est que il n'avait pas trop, de ce que j'ai compris, Aprilia n'avait pas vraiment très envie de le conserver. Je pense qu'il paye aussi un peu les pots cassés de l'attitude qu'il a pu avoir l'an dernier. Donc bon, ça c'est un autre problème. Donc on verra un peu comment il évolue, mais il le dit, pour l'instant cette moto elle est plutôt faite pour Besetti, qui a un style pas très agressif, qui a de la vitesse, qui utilise très bien la fluidité de cette moto. Lui, il est très agressif. Il dit, dès qu'il veut forcer pour faire un chrono, il va freiner trop fort, il va déstabiliser la moto, donc elle demande de la douceur, cette Aprilia. Et pour l'instant, Martin, il n'a pas encore vraiment le mode d'emploi, donc il dit il faut aussi qu'il travaille les réglages pour l'adapter un petit peu à sa façon de piloter. Donc ça tâtonne un peu, mais bon, il fait quand même un beau Grand Prix, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Non, ça fait vraiment plaisir, parce que, bon, même si c'est pas au même niveau, il a quand même drôlement souffert l'an passé. On parlait du retour de Marquez l'an passé, etc. Là, Martin, si ça peut enfin lui sourire et qu'il profite de cette Aprilia sur cette dernière année, en tout cas, ça fait bien plaisir, parce qu'il a quand même donné pas mal l'an passé. Oui, clairement. Et en tout cas, c'est la bonne nouvelle, c'est que physiquement, il est remis, il n'a pas souffert en course, donc ça c'est la bonne nouvelle, quoi. Donc on a besoin de pilotes comme lui sur la grille pour le spectacle, évidemment. Alors du spectacle, tu me permets de faire la transition parfaite. Michel, tu seras d'accord avec moi pour dire certainement que samedi, on a assisté à la plus belle course sprint depuis que ce format a été introduit. Et du côté de chez KTM, bien évidemment, on pense à Costa, qui a été le dynamiteur de ce week-end. Même hier, pendant la course, pendant le Grand Prix, il a été capable non seulement d'être aux avant-postes tout le temps, mais surtout de ne pas subir, comme il subissait l'an dernier en deuxième partie de course, de se voir rétrograder. Là, il a été jusqu'au bout, il a même rattrapé Fernandez. Il a changé de dimension dans le paddock un peu à Costa, ou qu'est-ce qui explique tout ça? Je pense lui, il progresse, il a de l'expérience. Et c'est sa 3e année en MotoGP. Il a changé d'attitude aussi. L'an dernier, il avait attaqué le championnat avec, par ailleurs, cette problématique de KTM dont on connaissait pas trop l'avenir. Tout le monde était inquiet par rapport à la situation financière de la marque, du groupe. Donc là, à ce niveau-là, les choses sont maintenant fixées. La moto a aussi progressé, clairement. Par contre, c'est sûr qu'elle n'a pas progressé comme l'Aprilia, et c'est évident qu'Acosta est un phénomène. Quand il arrive à canaliser son énergie et à en garder un petit peu sous la semelle, ce qui peut paraître surprenant, il est capable de faire des courses comme il a fait ce week-end. Il a dit, la moto a énormément progressé plutôt sur l'usure du pneu, sur la consommation du pneu, donc c'est ce qui lui a permis de faire une très belle fin de course. Il est un peu plus en retrait sur l'utilisation du pneu neuf, c'est aussi pour ça qu'il était 6e sur la grille, c'est aussi pour ça que les premiers tours, il était un petit peu moins rapide que les autres. Par contre, quand il commence quand les gommes commencent à être un peu fatiguées, là il fait la diff, et il a fait une belle course hier avec le pneu médium. Avec le pneu soft, il a été performant effectivement en sprint, et la bagarre avec Marquez était mémorable. Alors, est-ce que c'est le plus beau sprint de l'histoire? Ma mémoire étant un peu défaillante, Eric, je ne sais pas, parce qu'on a quand même eu des belles bagarres en sprint depuis l'introduction de ce format. Mais c'est sûr que hier,
on a eu des dépassements incroyables et personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup, ça a rappelé avec cette histoire de dernier virage le Grand Prix de Thaïlande 2019 avec le duel entre Fabio Quartararo et Marc Marquez, qui s'était soldé par la victoire de l'Espagnol et qui fêtait d'ailleurs son 8e titre de champion du monde à ce moment-là, le dernier avec Honda. Bref, mais on a eu une très belle course et ça, c'était très très sympa. Alors justement, on va parler de ce dernier virage et de l'incident. On va dire que c'est le week-end des premières pour Acosta parce que première victoire, première polémique et en plus première fois que KTM et Acosta mènent le championnat du monde au soir de ce premier Grand Prix. Alors c'est un peu plus facile de mener au soir du premier Grand Prix qu'en fin de saison, ok. Mais cette polémique, Michel, on va peut-être réexpliquer aussi comment ça fonctionne parce qu'on a beaucoup entendu de choses à droite à gauche en parlant d'un nouveau directeur de course, etc. Mais je pense qu'il y a une mise au point qui s'impose. C'est pas la direction de course qui prend la sanction, c'est un collège qui est bien à part et c'est Simon Craffard qui est à la tête de ce collège. Est-ce que tu peux nous remettre les choses en perspective, s'il te plaît ? Oui, alors on a parlé d'un nouveau. Effectivement, il y a un nouveau directeur de course qui s'appelle Graham Weber et qui a remplacé Mike Webb. Mais le directeur de course, c'est pas lui qui prend les décisions sur les pénalités qui peuvent être données pendant la course. Donc, ces pénalités, elles sont fixées par le panel des stewards, alors on va traduire ça en français, le collège des commissaires. Donc il y a Simon Craffard qui le préside. Simon Craffard, c'est un ancien pilote qui est reconnu par ses pairs, il est à la tête de ce collège depuis l'an dernier. Avant ça, il était pit reporter pour le site de MotoGP.com. Il y a avec lui 2 stewards de la FIM qui sont Andrés Somolinos et Tamara Matko. Voilà, ils sont 3 et c'est eux qui décident les pénalités. Alors, moi j'ai parlé avec Simon Craffard dimanche, c'est-à-dire après cette pénalité qui a fait polémique. Enfin, elle a surtout fait polémique cette pénalité sur les réseaux sociaux parce qu'honnêtement, sur les circuits, il y a eu de l'agacement, mais ça s'est vite retombé. Et d'ailleurs, les pilotes ont été très intelligents. Les déclarations de Marc Marquez. Acosta a dit pour moi, c'est pas vraiment une victoire parce que j'aurais fait le même déplacement et Marc a été puni un peu sévèrement. Alors qu'on sait que c'est pas forcément le grand amour entre les deux. On sait qu'Acosta a eu un peu des déclarations par moments un peu prétentieuses par rapport à Marc. Enfin bref. Marc a réagi en disant ok, moi je vais pas faire de commentaires. Alors on l'a vu, il y a un dépassement, il passe à l'intérieur, il n'y a pas de contact. Alors effectivement, Marc s'écarte un peu, donc c'est de bonne guerre. Acosta sort de la piste, mais Marc est resté sur la piste, il n'est pas sorti de la piste et il n'y a pas eu de contact. Donc, et il était devant, si on regarde au moment où il plonge sur le point de corde, sa roue avant est devant celle d'Acosta. Donc, bon, c'est limite, c'est un peu viril, mais en même temps, c'est aussi Marquez, c'est quelqu'un qui a gagné des grands prix et des titres de champion du monde parce que c'est un pilote qui attaque, qui renonce jamais, et ma foi, ça c'est beau. Donc, alors, il a accepté la pénalité, Marc. Après, je reviendrai sur Simon Craffard. Il a accepté la pénalité. La seule chose qu'il a dit, c'est que c'était l'avant-dernier tour. Il a été on lui a stipulé parce que maintenant les infos, elles arrivent sur le tableau de bord des pilotes. Donc on lui dit, il faut que tu rendes une place. Mais cette info, elle arrive à la sortie du virage 8, c'est-à-dire qu'au moment où on lui dit qu'il faut qu'il rende la position, il a plus l'occasion de pouvoir la reprendre après l'avoir rendue. Donc ce qu'il dit, c'est que j'aurais aimé qu'on me prévienne plus tôt, que j'ai cette pénalité au 3e virage, par exemple, que je sois informé tout de suite, enfin plus rapidement, que j'ai la possibilité de rendre la position et d'essayer de redoubler. Ou alors, s'ils n'avaient pas le temps de faire ça, il aurait fallu qu'ils attendent la fin de course et qu'ils revoient les images et qu'ils me prennent une pénalité s'ils estimaient qu'ils devaient la faire à ce moment-là. Ça a été le discours de Marc à l'arrivée. Donc, j'ai parlé de ça avec Simon Craffard, qui lui m'a dit le problème, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire c'était surtout la fin de course, comme tu viens de le dire. C'était surtout la fin de course. Voilà, ce que m'a dit Craffard, c'est que lui, il a la pression du promoteur les consignes, c'est on ne donne plus de pénalité. Ce genre de pénalité, on les donne plus après l'arrivée parce que
Il faut que ça soit fait rapidement parce qu'on veut plus avoir d'histoires de podiums qui sont pas les vrais podiums. Parce qu'on a eu plusieurs fois voilà, des podiums et finalement, le gars va rendre sa médaille ou va rendre sa coupe parce que c'est plus lui qui l'a. Donc il y a des images qui sont faites et qui servent à rien. Et ceux qui auraient dû être sur le podium, ils y sont plus. Donc ça, c'est un peu les exigences, on va dire, de la télé, des médias et un peu du protocole. Donc voilà, ça, c'était la position de Craffard. Alors, cette décision, on peut la contester, on peut pas être d'accord. Maintenant, on sait très bien que dans tous les sports, l'arbitre a toujours tort. Donc voilà. Après, je pense que c'était un peu sévère, mais c'est pas non plus un scandale. Donc voilà, Simon, il est apprécié pour le. Alors j'ai entendu dire ouais, mais il n'y a pas de régularité dans les pénalités. L'an dernier, l'année saison, elle s'est vraiment bien passée. Son boulot, il a été salué par tous les pilotes. Il est à l'écoute des pilotes, il va discuter avec eux. Il y a vraiment de l'échange, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire redégonfler un peu le soufflet. C'était la première course de l'année, le premier sprint. Peut-être qu'on veuille un peu calmer les esprits tout de suite. Voilà, tout ça. Enfin, tout ça. Les deux positions, à mon sens, se défendent. Donc à chacun de se faire son avis, mais en tout cas, c'est pas la peine de crier au scandale, que ce soit d'un côté ou de l'autre, quoi. À mon avis. Maintenant, ce n'est que mon avis. Et puis, j'allais abonder dans ton sens aussi. On n'a pas fini tout à fait sur KTM, mais je voulais rebondir aussi par rapport à Marquez. Objectivement, Marquez, si Bezzecchi ne tombe pas, il n'est pas sûr de gagner. Donc, quelque part, cette deuxième place et ces 9 points qui vont avec, l'un dans l'autre, c'est quasiment une situation à laquelle il s'attendait, puisque lui-même disait que Bezzecchi était le favori. Donc, l'un dans l'autre, bien sûr qu'il y a cette frustration, mais comptablement parlant, il n'était pas non plus dupe de la situation. Non, mais après Marquez, voilà, c'est un pilote qui, c'est ce qui fait sa grandeur, qu'on l'aime ou pas. C'est un pilote qui renonce jamais, quoi. C'est pas un épicier. Il va dès qu'il peut essayer de gagner, qu'il sent qu'il peut gagner, il a envie d'être devant, il a envie de se battre tout le temps. Voilà, il sait qu'Acosta, c'est le pilote qui peut lui succéder. On est un peu entre les deux. On a un peu du Rossi Marquez il y a 10 ans, enfin un peu plus maintenant, quand il est arrivé en 2013. Il y a aussi de ça, il le dit, de toute façon, voilà, il a 33 ans, il sait que, et sur la fin de carrière, il sait qu'à un moment donné, il y aura un pilote plus jeune qui va aller plus vite que lui, qui devra l'accepter. Ce pilote, il sait que ça peut être Acosta, tous les deux, ils vont se retrouver l'année prochaine dans la même garage, avec les mêmes motos, donc voilà, il y a aussi tout ça qui se met en place. Et en tout cas, moi, je trouve que l'attitude de Marquez, le fait de ne pas renoncer, c'est aussi ça qui fait kiffer tout le monde quand on regarde une course. C'est le gars qui renonce jamais. Et moi, je dis chapeau pour ça, quoi. Michel, on va revenir quand même rapidement pour terminer le chapitre KTM avec d'un côté Acosta qui performe. J'allais dire Binder qui s'en sort pas trop mal. Par contre, grosse désillusion chez Tech 3 pour la première de Gunther Steiner. Bah ouais, j'étendrais même. Enfin, les deux pilotes Tech 3, effectivement, c'est Kata, mais Binder, c'est pas très brillant non plus, même s'il termine 7e, il est quand même à 17 secondes, plus de 17 secondes de Bezzecchi. Et bon, ça veut dire que la performance d'Acosta, elle est avant tout due au pilote. Et effectivement, chez Tech 3, alors on a retrouvé un Bastianini un peu perdu comme d'habitude. Par contre, c'est vrai que Vinales, on l'attendait beaucoup mieux, d'autant que il a beaucoup parlé cet hiver de sa nouvelle collaboration avec Jorge Lorenzo, des choses qu'il a mis en place, qu'il voulait à tout prix être pilote officiel KTM l'année prochaine. Et là, il est totalement passé au travers de son week-end en disant qu'il n'avait pas de grip sur l'avant, il n'arrivait pas à utiliser la moto, il n'arrivait pas à générer le grip de l'avant qu'arrive à générer Acosta pour tourner. Donc voilà, il est un peu désemparé dans ses commentaires. Et je vais dire que c'est, oui, effectivement, un peu inquiétant, quoi. Bon, du coup, Gunther Steiner, pour une première, c'était pas la joie. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de vociférations comme il nous y avait habitués en Formule 1. J'imagine que ça demande à être retravaillé, pardon, Michel. Et puis le Brésil sera une autre course, on va dire. Ouais, après, honnêtement, Gunther Steiner, il est là pour la décoration, on va dire. Je le sens pas. Enfin, bon, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, mais de ce que j'en entends et de ce que j'en vois, on ne sait pas sur combien de courses il va faire.
On rappellera qu'il est quand même là pour, enfin le fonctionnement de Tech 3 pour la peine a vraiment changé du tout au tout, hein. On avait une équipe familiale avec Hervé Ponchara qui avait créé cette équipe qui était basée à Bormes-les-Mimosas. Lui avait son bureau à côté de l'atelier. Là, maintenant, alors l'équipe technique, elle est la même. C'est Nicolas Goyon qui est maintenant, enfin, qui est team manager comme il a été l'an dernier, puisqu'Hervé était team principal. Mais tout semble un peu plus compliqué parce que il faut référer. Tout l'hiver, ça a été référé à Günther Steiner qui était aux États-Unis, donc il faut attendre le bon moment décalage, dans ouais. la journée pour que tout le monde soit en phase. Et ensuite, Günther Steiner, il a jamais trop de réponses à donner aux questions qu'on lui pose parce que lui doit référer au board du groupe d'actionnaires qui a investi dans Tech 3. Donc aujourd'hui, il y a des banques, il y a Pierre Gasly. Voilà, il y a plein de gens qui ont mis au pot en se disant on met au pot pour Tech 3, ça vaut aujourd'hui entre 20 et 25 millions d'euros, peut-être que dans 5 ans ça en vaudra 50 et on va gagner de l'argent. Donc on est vraiment rentré dans une autre dimension, c'est aujourd'hui la finance qui s'intéresse au MotoGP. Donc là je me suis un peu éloigné de ta Non, mais question, bon, du sujet, hein, mais ouais, c'est non, une mais petite digression. Donc Mm. pour revenir, est-ce que Günther Steiner a été déçu? Je sais pas. Il savait même pas qu'il y avait des pilotes en Moto 3, donc c'est dire que je suis pas sûr qu'il soit vraiment préoccupé par les résultats de son équipe. D'accord, bon, ça plante le décor, Michel, c'est bien. En tout cas, on va suivre ça. Bon, après, on espère qu'évidemment, pour toute l'équipe qu'on connaît de chez Tech 3, on vous rappelle qu'on avait consacré 2 émissions à Hervé Poncharal et à Tech 3 sur Talkback GP. Donc, si vous ne les avez pas encore vues, vous pouvez aller faire un petit tour du côté de l'historique de la chaîne Fastlane TV. Vous retrouverez ces 2 émissions. En tout cas, on espère que ça se passera mieux pour Nicolas Goyon et toute sa bande et tous ses acolytes. Et puis, on espère évidemment que Vignales et Bastianini retrouveront le plus haut niveau de la grille. Allez, on passe maintenant à Ducati, même si on a commencé déjà un petit peu à aborder le sujet, Michel, avec Marc Marquez. Mais clairement, ce qui ressort de ce week-end, c'est que finalement, Ducati, ça va peut-être être beaucoup moins simple que ce que l'on avait pensé pour cette saison 2026, parce que clairement, on peut dire que les 4 pilotes les 4 pilotes qui disposent de la machine officielle, à savoir les 2 Marquez et Bagnaia, plus Di Giannantonio et Alex Marquez, ça n'a pas été simple. Même Marquez, pour faire une bonne performance en qualif, il a dû vraiment s'arracher. Ouais, alors je pense qu'il faut pas tirer de conclusion hâtive après cette première course. On a vu que durant les tests hivernaux, la Ducati elle est performante, elle le sera cette année. Après, il y a on va faire cas par cas. Marc Marquez, il est encore pas au top physiquement. Son épaule, il est gêné pour freiner. On l'a bien vu, hein, tous les virages à droite, il est quand même, sa position sur la moto, elle est pas très naturelle. Il pilote pas comme il veut. C'est aussi pour ça qu'il est revenu. Il a fait le choix de revenir à l'aéro 2024, qui est plus facile à utiliser, qui rend la moto un petit peu plus agile. Donc il n'est pas encore au top et il a quand même pas de bol. Le sprint, il joue la victoire et puis en course, il a pas de bol avec ce vibreur sur lequel il passe et voilà, il abîme sa jante, ça fait déjanter le pneu et il est obligé de s'arrêter. Donc ouais, et on précise bien, Michel, parce que les termes sont importants. Il ne s'agit pas d'une crevaison. C'est bien le fait qu'il passe sur le vibreur, qui tape sur la jante, qui endommage la jante, et l'air s'échappe. Et c'est comme ça qu'il déchappe, en fait. Ouais, alors le problème, c'est que Marc, il a quand même pas un anglais extraordinaire. Du coup, les interviews en anglais, il a parlé du My tire explode. Il a jamais explosé son pneu. C'est vraiment, de toute façon, on le voit sur l'image, hein, il le dit, là, c'est la jante qui prend un coup sur le côté, en redescendant du vibreur ou en remontant. C'était pas très clair. Il savait pas trop si c'est en passant derrière ou en revenant dessus. En tout cas, la jante, elle prend un coup. Et on voit très bien, elle est tordue, et voilà, à partir de là, le pneu, le pneu se dégonfle, et il sort de la jante, donc c'est foutu. Donc, on va dire quand même pas de bol. Son frère, il s'embrouille un peu avec Di Giannantonio au départ, et après la course, il était depuis le début du week-end un petit peu en retrait, donc on savait aussi, on attendait beaucoup d'Alex. Je pense que l'an dernier, il a fait une saison extraordinaire et on sait que ça va être difficile pour lui
de refaire la même. Mais bon, là, il n'était pas à sa place. Di Gianantonio non plus. Ils ont eu des petits soucis pendant les essais, pas une super qualif. Donc voilà, mais la moto était performante, elle est performante. Alors les Aprilia étaient au-dessus du lot sur ce circuit avec, peut-être parce que ce pneu, cette construction rigide. C'est dommage qu'il manquait Aldeguer parce qu'on sait qu'Aldeguer avec ce pneu, il est très fort aussi. Il avait prouvé en Indonésie l'an dernier. Donc voilà, on va pas tirer de conclusion hâtive, on va dire. Voilà, je pense Ouais, que on fait un peu le parallèle avec ce qu'on a dit avec Aprilia. Aprilia était très dominateur ce week-end à Buriram. Ça sera peut-être pas forcément tout le temps le cas sur la durée de la saison. Pareil pour Ducati, moins bien ici, et on verra ce que ça donnera sur les autres épreuves. En revanche, oui, après Eric, ouais. Eric, l'an dernier, on a eu, Ducati a été porté par les frères Marquez. Donc on a eu, voilà, là, Marc, on a expliqué les raisons de ses difficultés. Et quant à Alex, je le répète, mais je pense que l'an dernier, il a fait la saison de sa vie. la saison de sa vie. D'ailleurs, Mm. il le sait. Faire mieux, ça va être quasiment impossible. Voilà, faire mieux, c'est-à-dire, c'est être champion du monde. Donc, dans une équipe satellite, même si Martin l'a fait, voilà, je pense que ça va être très compliqué. Donc, il va certainement peut-être gagner encore des courses, être sur le podium, mais certainement, enfin, ça risque d'être beaucoup moins régulier que l'an dernier, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que le contraste, il est saisissant. L'année dernière, il se bat 2 fois avec son frère pour le gain de la course ici en Thaïlande. Là, ce dimanche soir, il repart de Thaïlande, il a 0 point au compteur. Donc ça, c'est vrai que le contraste est vraiment saisissant. Et puis la dernière chose, je te redonne la parole après, Michel, c'est que ce week-end, c'est 88 Grands Prix avec au moins une Ducati sur un podium. Et là, c'est la fin de l'histoire. Donc voilà, c'est tous ces petits éléments qui font qu'on peut peut-être être un tout petit peu trop pessimiste par rapport à ce que tu viens de nous expliquer. Ouais, et puis on allait oublier de parler de Bagnaia dans tout ça. Oui, moi c'est ça aussi qui m'inquiète parce que il était quand même très proche pendant les tests de Marquez et là il a disparu, quoi. Bah, clairement, il a disparu, et une fois encore sans trop d'explications. Et c'est vrai que chez Ducati, on avait un peu les bras ballants hier soir pour essayer de comprendre pourquoi il avait été transparent à ce point, quoi. Donc, faut espérer qu'on n'assiste pas à la même saison de Bagnaia que l'an dernier. Ça serait embêtant. Mais c'est sûr que alors la Ducati, elle domine peut-être plus autant techniquement par rapport à l'Aprilia, mais il y a aussi un truc, c'est que l'armada de top pilotes qu'on avait il y a 2 ans, elle est plus là, hein. Aujourd'hui, on a avant tout Marc Marquez, et puis après, derrière, c'est Bagnaia qui est perdu, Di Antonio qui est quand même un poil en retrait des autres, Alex Marquez aussi, quoique, voilà, après la très belle saison de l'an dernier. Donc, c'est sûr qu'il n'y a plus il y a plus l'armada qu'on a connue et qui fait que on avait des Ducati qui trustaient les podiums tous les week-ends, quoi. Donc ça risque d'être un petit peu plus panaché cette année, ouais. Bon, en tout cas, ça fera du spectacle et on va pas s'en plaindre. Et puis, on verra, comme on l'a dit, hein, le Grand Prix du Brésil, ça sera la nouveauté pour tout le monde et ça sera certainement une autre histoire. En tout cas, on va suivre ça avec intérêt. On passe à Honda, si tu le veux bien, maintenant, Michel, avec, on le disait, au terme des tests, ça semblait aller mieux, hein. Il y avait clairement du mieux. On pensait même que la Honda pouvait se rapprocher des KTM sur ce week-end. Avec la malchance de Joan Mir qui était plutôt pas mal parti sur ce Grand Prix, on peut quand même dire qu'il en manque encore un peu pour se rapprocher de KTM, non ? Encore une fois, KTM, si on se réfère à Costa, oui, il en manque. Si on se réfère aux autres, pas tant que ça. C'est là qu'il faut faire la part des choses et c'est pas évident, hein, de savoir où on met la performance du pilote et où on met celle de la moto dans l'équilibre du tandem là. Mir était bien, malheureusement il a un peu bourriné, il a flingué son pneu arrière. Là, on savait que c'était une course, c'est une course qui est très difficile pour les pneus. C'est un circuit, où il fait chaud. Les motos restent longtemps, il y a des virages avec de longues accélérations, il n'y a pas trop de grippe, donc les pneus patinent énormément, donc ça fait monter de la température, ça fait monter de la pression, ça use la gomme, donc il faut, on peut pas faire de miracle non plus, hein, chez Michelin avec
aujourd'hui avec les contraintes en plus qui sont rajoutées pour l'aéro. Par exemple, chez KTM, on a beaucoup moins utilisé le Ride Eye Device en sortie de virage parce que la contrainte qui est rajoutée sur le pneu, elle est telle que ça accélère l'usure du pneu. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Pour revenir à Mir, je pense qu'il aurait pu faire un meilleur résultat s'il avait été un peu plus fin avec son pneu arrière. Après, Johan, il est toujours en train de chercher ce qui lui manque. Voilà, il n'est pas encore super à l'aise avec cette moto. Il n'est pas aussi bien en entrée de virage que peut l'être un Mir qui freine très très fort. Et on sait que Johan, c'est un peu son point faible, le freinage. Donc voilà. Et sinon, la moto, elle est clairement, en tout cas, les pilotes sont unanimes pour dire Morera a fait un beau premier Grand Prix. Ouais, j'allais te lancer là-dessus. Voilà, les pilotes sont unanimes pour dire que le potentiel est plus élevé que l'an dernier. Maintenant, il n'y a pas de miracle, c'est pas non plus une toute nouvelle moto. La nouvelle moto, c'est l'année prochaine. Donc là, on a peaufiné, on a fait évoluer la moto qui était sur la deuxième partie de saison, qui était déjà en progrès. Donc je pense qu'elle n'est pas si loin que ça des KTM. Encore une fois, si on enlève Acosta chez KTM, on peut dire que la Honda elle fait jeu égal avec KTM aujourd'hui. Hein. C'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est ce que disait un petit peu Johan, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose, mais pour l'instant, ils n'ont pas mis le doigt sur la formule magique, mais en tout cas sur le réglage qui permettrait d'être tout de suite dans le vrai. Je voudrais rebondir sur ce que tu... Ouais. Vas-y. En gros, on a Mir et Marini qui se plaignent plutôt du grip arrière et on a plutôt Johan Zarco qui se plaint de ne pas avoir trouvé le confort qu'il voudrait avec la moto en entrée de virage. Donc, par rapport aux deux autres pilotes, il y a quand même des gabarits différents, des pilotages différents, donc les commentaires. Et puis on sait que Johan, c'est quand même un peu cérébral et qui a besoin, qui cherche toujours qui cherche parfois trop de choses. Qui attend trop de réponses là où il n'y en a peut-être pas, c'est ça un peu il cherche, il a du mal à s'accommoder de quelque chose qui ne lui convient pas. Ça a toujours été le cas depuis qu'il est en Moto 2, même qu'il a 125, il a besoin vraiment de se sentir hyper à l'aise pour se lâcher complètement. Donc tant qu'il n'est pas dans cette zone de confort, il pinaille, il cherche et du coup il a tendance à s'agacer. Donc il l'a dit encore hier, un des objectifs de cette année, c'est de mieux gérer ses émotions, de garder son calme, sa sérénité, de travailler avec son équipe pour arriver là où il veut aller, quoi. Alors justement, puisqu'on parle de Johan, on va faire un petit pas de côté par rapport à LCR avec ce premier Grand Prix de Diogo Moreira. Tu l'as rapidement évoqué, mais sincèrement, une entrée en matière réussie quand même pour le champion Moto 2. Là, sincèrement, il était même au contact de Johan pendant le Grand Prix pendant assez longtemps. Bon, en deuxième partie, ça a été un peu plus compliqué, mais il est vraiment intéressant. Ouais, il fait le job, l'équipe est content, il écoute, il met en application ce qu'on lui demande de faire, il comprend ce que la catégorie exige, comment il faut piloter la moto. Donc je pense que c'est un pilote qui a les capacités pour faire de belles choses. Alors ça sera peut-être pas un Pedro Acosta, mais en tout cas c'est clairement un pilote qui peut faire sa place sur la grille MotoGP, ce qui n'était pas le cas de Somkia Chantra l'an dernier, qui était quand même très loin en termes de potentiel, quoi. De potentiel et de à la fois en pilotage et aussi en capacité d'analyse et force de travail. Tu penses que ça peut même devenir un petit caillou dans la chaussure de Johan cette année ? C'est sûr que Johan, c'est pareil, c'est un pilote qui a 35 ans. Il dit qu'il est en forme, qu'il maîtrise parfaitement ce qu'il fait, qu'il est préparé, etc. Mais il y a pas de mystère. 35 ans, c'est un âge avancé pour un pilote et il y a toujours une phase où on décline. Donc là, il sait que lui, il est sur l'objectif, ça va être d'éviter trop rapidement ce déclin. Il sera là pour les 2 saisons qui arrivent, puisque celle-là, elle fait que commencer. Donc son challenge à lui, ça va être de garder son niveau, mais évidemment, ça va être difficile. C'est un vrai challenge à 35 balais de se battre. Là, il y a toute une nouvelle génération de pilotes qui arrive, qui a faim, et qui veut battre les vieux. Donc ça va être dur pour Marquez, et à notre niveau, ça va être aussi dur pour Johan, c'est évident. Juste une question, Michel. On a vu circuler là des annonces des infos sur les réseaux sociaux comme quoi Johan serait d'ores et déjà sur la sellette et qu'on pourrait, du côté de chez Honda, remettre son contrat en cause. C'est de l'information farfelue ou il y a un fond de vérité là-dessus ?
Alors écoute, je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça, mais Ouais, tu me non, mais l'apprends. voilà, bon, c'était. Non, Lejoine, il a un contrat de 2 ans avec le HRC de pilote MotoGP, donc Hmm, je vois pas pourquoi. on est Enfin, d'accord. là, je vois pas pourquoi. Enfin, à moins qu'ils se mettent à déjouer complètement et que qu'ils se mettent à essayer d'étrangler un ingénieur japonais, ce qui peut arriver, peut-être, mais en tout cas, dans l'immédiat, je vois pas pour quelle raison. J'aime bien tes euh, scénarios catastrophes, Michel. non, non, mais non. Après, encore une fois, on peut lancer. Alors peut-être que certains imaginaient que peut-être que le fait qu'il soit pas aussi dominateur par rapport aux autres pilotes Hmm. du HRC, ça inquiète certains ou qui se disent que c'est une raison pour le mettre de côté. Je sais pas, mais en tout cas, Hmm. j'ai pas d'informations sur le sujet, Eric. Mm, mm. D'où l'importance d'être sur place et d'avoir les infos en direct du paddock. Merci encore une fois, Michel. Après, il y a peut-être des Mm. infos que j'ai pas. Hein. C'est pas Oui, mais parce que je enfin suis bon, sur place que je sais tout ce qui se passe tout le temps. Mais en mais, tout enfin, cas, t'es quand ça, même je au n'ai pas cœur de entendu l'action. parler. Voilà. Mm. T'es quand même au cœur de l'action. Tiens, à propos d'action, il y en a pas eu beaucoup malheureusement, puisqu'on va parler maintenant de chez Yamaha. On va parler de Yamaha évidemment. On va parler des Bleus. On peut concrètement parler de crise ouverte du côté de chez Yamaha. Michel, si tu es d'accord avec moi sur cette expression, parce que ce qui a beaucoup surpris, on s'attendait évidemment qu'il soit dans le dur, Yamaha, mais j'ai pas compris la position de Pavezio hier au soir qui a dit au pilote, vous n'allez pas en conférence de presse, c'est moi qui m'en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éteindre l'incendie avant que ça brûle trop. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûr que ce soit Pavezio qui ait dit au pilote de pas aller en conférence de presse. Je Ah, pense c'est que plus... enfin, j'en sais rien. Je sais, j'ai été surpris effectivement de pas les voir, de pas voir défiler les pilotes Yamaha, enfin en salle de presse, puisque la conférence de presse est réservée le dimanche aux pilotes qui ont terminé sur le podium. Donc ils sont pas venus parler aux journalistes de la presse écrite. C'est Pavezio qui est venu pour dire. En fait, je pense qu'ils avaient pas grand-chose à dire de plus que ce qu'ils avaient dit la veille après le sprint. Et voilà, on sait que la moto, elle est pas prête. Ce qui est embêtant, c'est que elle a pas vraiment. Enfin, ce que dit Fabio, c'est qu'elle a pas évolué depuis la première version du prototype qu'il a pu essayer en septembre dernier à Misano, et qu'il voit rien venir et qu'il y aura a priori rien de mieux qui devrait arriver d'ici le mois de mai. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Après, voilà, Pavezio a justifié le fait que ils sont sur un projet nouveau pour eux, ils n'ont pas d'expérience avec le V4. Ouais. Et que pour l'instant ça fonctionne pas, ils sont loin. Maintenant, le niveau du MotoGP est tellement relevé, c'est tellement serré, que des marques, on l'a répété la dernière fois, hein, Eric, Ducati était au fond du trou Oui. en 2012, en 2013, Dagna est arrivé fin 2013, il a mis 5 ans pour remettre la moto qui avait pourtant de l'expérience sur le devant de la scène. Honda, depuis plusieurs années, ils sont aussi dans le dur, eux avec des moyens encore supérieurs à Yamaha, avec l'expérience du V4, puisque depuis la 213V, enfin voilà qu'ils ont abandonné, enfin depuis les 800, puisqu'ils ont ils ont commencé avec un V5 en 2002 et qui a laissé sa place à un V4 en 2007 quand on est passé au 800. Donc ils ont de l'expérience de ces moteurs-là, ce qui n'est pas le cas de chez Yamaha et du V4. Donc c'est sûr, c'est difficile. Ils ont mis en place des nouvelles méthodes de travail entre l'Italie, le Japon. Alors est-ce que ça fonctionne bien, pas bien, j'en sais rien. Mm. En tout cas, c'est sûr que là, en tout cas, c'était un fiasco ce week-end. Mais encore une fois, si on regarde la grille de départ, c'était pas, enfin, Quartararo n'était pas le dernier non Non, plus non, quoi, non, sur la bien grille. sûr. Donc, Mais bon. c'est sûr, c'est dur. Pour lui, Mm. c'est encore plus dur parce que voilà, ça fait quelques années maintenant qu'il mange son pain noir, comme l'a fait Marquez pendant des années avec sa blessure, avec une moto qui marchait pas, et des chutes à répétition. Donc, Mm, mm. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, après, ça va être une année de souffrance. On va le dire comme ça, parce que sincèrement, souffrance pour tous les pilotes. D'un côté, Fabio qui espérait, bon, on peut le dire comme ça, pas trop de choses, il a dit l'autre fois qu'il avait son avenir clair, donc ça le soulageait un petit peu. Tu en as parlé aussi, Michel, lors du dernier débrief. Mais enfin bon, ça va pas lui permettre de traverser cette saison 2026 de la meilleure des façons, malgré tout.
ça va être vraiment compliqué. Oui, ça va être compliqué, ça va être long, c'est sûr. C'est sûr. Mais non, bon, aller chez Honda, ça va pas être simple non plus. Donc, Mm. c'est vrai que c'est un peu dommage quand on a un pilote de ça, avec son potentiel, de se dire, enfin voilà, nous Français, on a que 2 pilotes, et c'est vrai que de les voir avec du matériel qui aujourd'hui est carrément en deçà de la concurrence européenne, ça, c'est évident, ça fait râler. Mais bon, on peut espérer l'an dernier, on a eu des exploits avec Johan Auman. Je sais pas, on aura peut-être des courses où Oui, on après, va emballer pour eux. en fonction des circonstances. Après, ce qu'il faut surtout espérer, c'est que dans ces situations-là où on compense parce qu'il y a trop de frustration, qu'il n'y ait pas une blessure ou quelque chose comme ça, parce que Alors, ça serait vraiment le cas critique, quoi. Tu non, comprends? mais là, alors, je pense que c'est ce qu'a dit, répété Fabio, c'est que voilà, lui, son objectif, c'est justement rester calme, serein, dans la Mm. difficulté et pas prendre de risques inutiles pour se blesser. Mm. Voilà, c'est un peu son mantra, Ouais. de l'année. Et en soi, je Il a pense que même les dit deux, qu'il voulait changer son ils ont un peu image. le même. Il a même dit qu'il voulait changer son image. Bah ouais, je pense que c'est important. C'est important parce Mm. que c'est vrai qu'il a eu des réactions. Voilà, il faut qu'il apprenne aussi à maîtriser ses émotions et ses excès, c'est Mm. sûr. Michel, on va arriver au terme de l'émission. On va passer à la dernière rubrique, la rubrique On vous répond. Donc, nos téléspectateurs nous ont posé des questions, notamment lors du court débrief de vendredi dernier. Donc, autant toi que moi, on va tâcher d'apporter des réponses à nos amis. La première question, elle vient de Julien qui nous pose la question suivante en disant qu'avec ce nouveau règlement en 2027, avec l'abandon de tout ce qui est aérodynamisme, ride device, est-ce qu'on va retrouver un pilotage plutôt à l'ancienne et est-ce que le gap qui existe aujourd'hui entre MotoGP et Superbike pourrait se réduire? Bah, se réduire, il va se réduire. Après, attention, on va supprimer effectivement les ride devices, donc tout ce qui permet d'abaisser la moto départ en sortie de virage. En revanche, l'aéro, il va être réduit de 50 mm, c'est-à-dire qu'on va réduire la largeur de la moto de 5 cm, 2,5 de chaque côté. Il y aura donc ça va pas, l'aéro sera encore très important, il sera un peu moins large, mais on imagine qu'il y aura de nouvelles solutions qui vont permettre, enfin qui seront utilisées et l'aéro va rester important. Le plus qui risque de changer le pilotage, c'est d'avoir des motos un peu moins puissantes, puisqu'on va perdre 150 cm3 et surtout des pneus différents. Les Pirelli, c'est des pneus qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que les Michelin. En attendant de voir vraiment ce qu'ils vont proposer pour le MotoGP, on sait que c'est des pneus voilà, qui permettent, ils vont être moins dans la performance que dans la facilité d'utilisation. Donc on risque d'avoir des motos comme quand on était passé en 2007 des 990 ou 800, on va avoir des motos qui seront plus rapides en virage, qui se piloteront peut-être un peu plus comme une Moto 2, qui seront mais bon, on va retrouver peut-être plus de wheelie, plus de. Alors c'est sûr que tous ces correcteurs d'assiette là, ça a changé beaucoup de choses. Donc ça risque de peut-être, oui, d'avoir un pilotage plus naturel. Mais bon, on va pas non plus avoir. Ça va aller moins vite parce que les motos seront moins puissantes et qu'il y aura des pneus certainement moins performants en termes de grip pure. Mais on aura quand même des motos GP sur la piste. Après, on verra comment aussi évolue le règlement Superbike parce que c'est clair que on a le même promoteur pour ces deux championnats et si les chronos venaient à être très serrés, il y aurait des mesures prises pour conserver cet écart. Même si, à mon sens, il faut vraiment être très fort quand on regarde une course pour savoir si les gars ils sont en 1,38 ou en 1,36 quand on les regarde passer, hein, si on n'a pas des chronos sous les yeux. Donc je ne sais pas trop ce que ça peut changer, qu'il y ait un gap énorme entre les deux catégories en termes de chronos, quoi. Alors, autre question, Michel, est-ce que dans le cadre du Grand Prix de Thaïlande, tu as eu d'autres informations sur l'arrivée d'Adélaïde, donc dans le cadre du Grand Prix d'Australie 2027? Alors oui, Eric, il y a une table ronde avec Carlos Espeleta, qui est donc le directeur sportif du championnat, à laquelle j'étais convié, et on a pu évoquer ce sujet, qui était évidemment une préoccupation pour les journalistes présents. Donc il a confirmé que on allait quitter Phillip Island
quelque part un regret parce que c'est un circuit que tout le monde adore, enfin tous les pilotes l'adorent. Maintenant, voilà, les raisons, elles sont claires. On a un circuit qui est devenu, la capacité d'accueil est insuffisante. C'est difficile aussi de se loger à Phillip Island pour le public. C'est un circuit qui est un peu excentré par rapport à Melbourne et qui en termes de sécurité vient est également un petit peu limite par certains endroits. Il y a aussi toute la faune qu'on connaît, les oiseaux, les kangourous, etc., et qui sont aussi un problème de plus en plus sensible, on va dire. Donc l'idée était de faire émigrer le Grand Prix d'Australie sur le nouveau circuit The Bend qui est à 150 ou 160 km d'Adélaïde. Et puis est arrivé sur la table ce projet des promoteurs australiens de réutiliser quelque part le circuit historique de la F1, qui a accueilli le Grand Prix d'Australie de F1 pendant plusieurs années. Alors la volonté, c'est pas de se mettre à avoir de plus en plus de grands prix sur des circuits urbains, parce qu'évidemment, ce circuit répondra aux normes les plus exigeantes des standards du MotoGP. Donc on va avoir des bacs à gravier, des dégagements suffisants en cas de chute, enfin voilà, ça sera un circuit qui sera aux normes d'aujourd'hui, hein. Ça sera pas le Tourist Trophy ni Macao. Mais donc c'est quelque chose qui va coûter très cher et c'est quelque chose qui n'est pas applicable je pense pas qu'il y ait de nombreuses villes dans le monde capables, avec des espaces verts suffisants, parce qu'on va avoir effectivement un tracé qui va passer pas mal dans la nature de la ville. Donc ça risque de rester un cas à part. En plus, ça va être une course qui va coûter excessivement cher. Donc j'imagine que le promoteur est assuré d'avoir le public suffisant pour rentabiliser son affaire, parce que voilà, il y aura des tonnes de gravier déposées qui seront enlevées par la suite. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Mais voilà, l'idée n'est pas de supprimer tous les circuits qu'on connaît pour faire des grands prix en ville. Juste très vite par rapport à l'Australie, Eastern Creek n'a jamais été évoqué, puisqu'on se rappelle qu'il y a eu par le passé un peu de permutation entre Eastern Creek et Phillip Island. Écoute, oui, Eastern Creek de mémoire, c'était 91, 97. Et il y a eu Phillip Island, les premiers Grands Prix, ça doit être 87 ou 86, l'année du titre. De Garner. 87, c'est l'année de Garner, donc ça va être je crois qu'il y a eu 87, 90 Phillip Island, après on a fait Eastern Creek, et depuis 98, on est à Phillip Island. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, Eastern Creek, de ce que j'en ai vu, c'est un circuit qui est quand même plus du tout aux normes Puis là, c'est pareil, il y avait fin de mémoire, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds, mais il y avait très peu de tribunes, donc c'était pas un circuit aux normes. Et puis, je pense que le gouvernement de l'État, alors je crois qu'Adélaïde, c'est l'Australie du Sud, Melbourne, c'est Victoria, et Sydney, c'est New South Wales. Enfin bref, Nouvelle-Galles du Sud. Je crois que voilà, c'était Adélaïde qui était intéressé par ce projet. C'était la région, le gouvernement du côté d'Adélaïde qui était pas du tout, n'a jamais évoqué Sydney dans tout ça. D'accord. Au niveau des autres questions, Michel, une question sur les contrats qui sont déjà signés pour 2027-2028. Et on a un ami qui nous pose une question sur la relève des pilotes français en Moto 2 ou Moto 3. Est-ce qu'il y a des noms qui circulent, ou est-ce que malheureusement on est encore contraint et malheureusement de constater qu'il n'y aura pas beaucoup de relève d'ici toutes ces années? Écoute, j'ai malheureusement pas suffisamment de temps pour m'intéresser aux championnats nationaux et au travail que peut faire la Fédé ou ce qu'on peut avoir en Espagne. Mais de ce que j'entends, il y a quelques jeunes Français qui peuvent avoir du potentiel, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Donc, il y a des chances qu'on se retrouve. Enfin, il faudrait parler tout ça avec Alain Bronec peut-être, mais dans l'immédiat, il n'y a pas de relève. Voilà, cette année, on n'a pas de pilote en Moto 3, en Moto 2, et malheureusement, on voit pas. En tout cas, il n'y a pas un génie comme on avait pu se dire avec Fabio, qui était repéré depuis un moment en Espagne, et on savait qu'on avait une pépite qui tôt ou tard allait arriver. Là, pour l'instant, on n'en a pas. On a même, je crois que cette année, il n'y aura même pas de Français en Rookies Cup, donc c'est dire. Et puis, dernière question, alors, qui concerne aussi les pilotes. On a pas mal de questions là-dessus, sur la mise en place d'un éventuel mercato pilote. Est-ce que ça te semble cohérent et surtout possible ?
Alors écoute, c'est un peu l'Arlésienne cette affaire, hein. On en a déjà parlé plusieurs fois. Donc oui, essayer d'avoir une fenêtre de transfert comme ça se fait en football au milieu de l'année, qui pourrait prendre effet de genre de juin à septembre. Voilà, c'est évoqué, mais enfin, c'est aussi un sujet dont on a parlé avec Carlos Espeleta, qui dit il est pas contre si les teams et si tout le monde se met autour de la table pour en parler, mais ça paraît quand même compliqué d'éviter d'avoir des discussions et des accords tacites conclus en douce, quoi, hein. Avoir un truc transparent là-dessus, ça paraît compliqué. Ouais. J'en profite, Eric, Ouais. puisqu'on parlait de transfert. Donc c'est vrai qu'on a dit on devait avoir pas mal d'annonces ce week-end en Thaïlande. Elles n'ont pas eu lieu. La seule annonce officielle, c'est la prolongation de Bezeki. Donc la raison de tout ça, c'est qu'il il y a un bras de fer en ce moment entre le MSMA, donc les constructeurs, et le Le j'allais dire promoteur. Dorna Sport. C'est plus Dorna Sport maintenant, ça s'appelle MotoGP Sports Entertainment Group. Voilà, c'est le nouveau nom de Dorna Sport. Donc il y a un vrai bras de fer entre les deux entités parce que finalement la vente à Liberty Media pour 4 milliards de dollars, ça a fait un peu ça fait un peu tilt dans la tête des usines qui demandent aujourd'hui aux promoteurs de partager le gâteau. Mmh. C'est ce qui avait été fait en F1 au début des Exact. années 80 avec des accords Concorde. Ecclestone et ça devait être Jean-Marie Balestre à l'époque, le président de la FIA. Bref, ils avaient dû voilà, faire des contrats pour que chaque année les revenus soient partagés. Enfin, en tout cas, ils se redistribuent en partie. Il y a même des primes Ferrari, par exemple. Je crois qu'il y a une prime annuelle de X millions pour son apport historique au championnat, etc. Bref. Donc là, on demande de l'argent. En gros, les constructeurs veulent de l'argent. Et bon, Dorna dit, nous, on aide déjà les teams indépendants à hauteur de 2,5 millions par pilote pour pouvoir que les teams puissent louer leur moto, puisque grosso modo, c'est le prix de la location à l'année du matériel. Mais évidemment, les constructeurs disent non, nous on veut davantage parce que si le championnat il a cette valeur, c'est aussi parce que nous on a payé des pilotes, parce qu'on a mis des motos sur les circuits et donc on veut du gâteau. Donc voilà, il y a un bras de fer autour de ça et bon, a priori, ils vont trouver des solutions. Donc c'est pour ça que les pilotes n'ont pas été annoncés, parce que ça veut dire que si on annonce, si les constructeurs disent on a signé les pilotes pour 2 ans, ça veut dire aussi que de toute façon on est obligé d'être là. Donc la promoteur de dire Ouais, si vous êtes là, on reste comme on est. Donc voilà, c'est de la négo, une partie du de poker menteur aussi, quoi. Voilà, c'est de la négo, mais c'est sûr qu'on peut comprendre aussi que les constructeurs, un budget. On sait que les constructeurs européens, enfin, j'ai réussi à avoir un peu des chiffres de manière officieuse, mais de ce que j'ai compris, les constructeurs, enfin, à la fois les Italiens et KTM, ils ont des budgets à l'année entre 30 et 40 millions d'euros. Chez Yamaha, ça serait plutôt 60 et chez Honda, on est au-delà de 80. Donc c'est vrai que ce combat, il est mené davantage par notamment c'est Massimo Rivola qui s'est un peu mis en tête de tout ça parce qu'aussi le groupe Piaggio, les ventes sont en baisse comme beaucoup de constructeurs. Donc voilà, on a quand même un écosystème fragile, hein, parce qu'on a vu KTM l'an dernier, bon, ça a été rattrapé par les cheveux par les Indiens de Bajaj qui sont pas forcément enclins aussi eux à financer encore longtemps le MotoGP. Chez Ducati, le groupe VAG, il n'est pas non plus en grande forme. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils disent voilà, nous on est dans des positions fragiles. Si le MotoGP ça vaut 4 milliards de dollars, il faudrait quand même que vous nous aidiez un petit peu pour qu'on assure notre avenir. Enfin voilà, qu'on puisse rester avec vous et continuer à assurer le championnat. Donc c'est vrai c'est des histoires d'argent, tout ça, quoi. Ouais. Et puis si les constructeurs sont pas là, il n'y a pas de plateau, donc il n'y a pas de course, donc effectivement pour le promoteur ça sera un peu plus compliqué. Voilà, mais tout ça pour dire, pour en terminer, Eric, on aura bien Quartararo chez Honda l'année prochaine, on aura bien Bagnaia avec Bezeki chez Aprilia et Martin chez Yamaha, à moins qu'ils prennent vraiment peur quand ils voient la moto qui est tellement sur la piste et qui reste chez lui, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, Quartararo sera bien dans l'équipe officielle Honda la saison Juste prochaine. pour terminer, Michel, pour faire très très court, Francesco Bagnaia chez Aprilia, on parle peut-être d'un contrat au-delà de 2 ans, presque 4 ans, c'est vrai ?
Ouais, a priori, ça serait comme ils ont, évidemment, il n'y avait pas le montant que pouvait mettre Yamaha pour s'offrir ces services. Donc, on lui a proposé, de ce que j'ai compris, de lui faire un contrat plus long qui lui assure des revenus. Ouais. Alors, peut-être pas aussi mirobolant que ce qu'il aurait pu avoir avec un constructeur japonais, mais en tout cas, qui lui assure des revenus sur 4 ans. Donc, c'est une forme de. De C'est un peu un compensation. compromis pour pouvoir. C'est ce qu'il a décidé d'ailleurs, d'aller plutôt chez Aprilia que chez Yamaha. Bon, en tout cas, quand on voit les résultats de ce week-end, quelque part, on peut lui donner raison. Écoute, merci Michel, on va te libérer parce qu'il commence à être tard maintenant en Thaïlande. On te souhaite surtout un très bon retour en espérant que tout se passe bien, bien évidemment. Nous, on a été un petit peu plus long, mais je pense que ça en valait la peine. Et puis, vous l'avez compris, dans cette rubrique On vous répond, on prend le temps de vous répondre et de vous apporter les précisions et les informations que vous recherchez. Donc, encore une fois, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez Talkback GP pour la première fois, je vous rappelle que c'était une émission de la chaîne Fastlane TV, juste après le générique, juste après le clin d'œil à nos partenaires. Vous scannez le QR code et on s'occupe de tout. Quant à nous, Michel, on se retrouve non pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines maintenant, c'est ça Exactement, on a 2 week-ends sans MotoGP. Très bien, ça va être long, mais en tout cas, la machine est enclenchée. Voilà, allez, bonne fin de soirée et à dans 3 semaines maintenant pour le débrief de ce retour du Grand Prix du Brésil dans le calendrier MotoGP. Ciao.